Il faut évidemment parler de cette conférence de presse de Mario Draghi hier parce qu'il y a eu un excès, à mon sens, enfin en tout cas une dose de pessimisme qui était assez inattendue de la part de la Banque centrale, même si derrière ça ralentit évidemment en zone euro. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? On en parle avec Éric Heyer. Bonjour Éric. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Alors il a reconnu ce que tout le monde avait vu, mais c'est intéressant de l'entendre de la part, dans la bouche de la Banque centrale. Les derniers indicateurs d'activité sont plus mauvais que prévu. C'est Mario Draghi qui le dit. Il reconnaît que les risques qui pèsent sur la conjoncture ont augmenté en zone euro. Mais on sait qu'il y a un style policé du banquier central qui ne s'exprime pas comme vous et moi. On se dit que voilà, et derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas un freinage peut-être plus fort, encore une fois, que ce qu'on nous dit et que ce que la BCE avait anticipé en zone euro? Oui, sans doute. Non, mais c'est comme ça qu'il faut Il faut lire entre les lignes un petit peu aussi, non? Il faut lire entre les lignes. Surtout, il faut essayer de comprendre quelle va être la stratégie de la politique monétaire dans les trimestres à venir. Ouais. Et donc, c'est plutôt ça que l'on regarde. Ouais. Parce que qu'il y ait un ralentissement, à la limite, c'est normal. Alors, il y a différentes raisons. Il faut essayer de décrypter pourquoi ça ralentit. Mais globalement, il y a une façon normale de ralentir. C'est que globalement, les économies referment ce qu'on appelle l'output gap, c'est-à-dire leur écart de production par rapport à Je vais sur Google, comme à chaque fois, quand je ne connais pas, l'output gap. Voilà, en gros, vous avez une croissance potentielle et Ouais. donc une production potentielle. Avec la crise économique, on était en deçà, donc on était en train de le rattraper. Mais une fois que Toutes les années, on était en dessous du potentiel du rythme de croisière. pendant un certain nombre d'années, Pour vous, ce n'est pas perdu, on en récupère un morceau. Il y a une partie qui est perdue et une Ouais. partie qui n'est pas perdue. Ouais. Et donc, c'est ça qui provoque le chômage. Et puis, petit à petit, les économies rattrapent et donc ont une croissance qui est au-dessus de cette croissance potentielle. Mais ça, c'est fini au bout d'un moment. Et là, on peut considérer que certaines économies, notamment l'Allemagne, a terminé ce rattrapage et maintenant est au plein emploi. Et donc, une fois que vous avez fini, normalement, votre économie ne peut croître qu'à ce niveau de croissance potentielle qui est en franc ralentissement également. Sauf que sur le plein emploi, qui fait que quand on y est, l'économie ralentit, tous les économistes s'écharpent pour savoir quel est le niveau. On n'y est pas. Non, c'est vrai. Mais disent qu'on y est déjà en France. On sait qu'on est en train de le refermer. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que petit à petit, on est en train de le refermer. Si on est arrivé au bout, il y a normalement un ralentissement puisqu'on est sur cette croissance potentielle. Et en fait, une fois qu'on est là et qu'on est sur cette croissance potentielle, quand on fait un peu d'histoire économique, on ne reste jamais sur cette croissance potentielle. C'est là où il y a une crise économique qui apparaît. Une fois qu'on a refermé, c'est là où généralement... pourquoi? Parce que si vous êtes arrivé au bout de ce rattrapage, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation. Et lorsqu'il y a l'inflation... on ne voit pas là. Oui, mais je continue le raisonnement et après on verra. Pardon, maître. Il y a l'inflation et donc les banquiers centraux réaugmentent les taux d'intérêt. Ouais. Et lorsque vous réaugmentez les taux d'intérêt et dans l'histoire, c'est là où ça freine et surtout c'est là où il y a des bulles qui se dégonflent. Mais on n'est pas dans cette. Voilà. Non, mais c'est pour ça que il faut le dire. Mais tout le monde s'inquiète de ça. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiète de ça. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Moi, il me semble qu'on est plutôt dans la situation où on est en train de refermer l'output gap. Ouais. Donc ça ralentit. Encore une fois, c'est intéressant ce que raconte là l'output gap, la croissance potentielle. Donc ça ralentit. Ça ralentit et quand on voit les derniers indicateurs d'activité, notamment en zone euro dans le secteur privé, c'est sorti hier matin, l'indice PMI est à 50,7. On est proche des 50. 50, ça veut dire début de contraction de l'activité, stagnation. Quand on est au plus bas depuis 2013, là où je veux en venir, c'est que les indicateurs avancés annoncent quand même une relative stagnation quand on regarde ces indicateurs PMI en zone euro. Alors, il faut pardon de voir en noir, mais la production industrielle en novembre, c'est en baisse partout en zone euro. Quand vous regardez les indicateurs avancés, dans à peu près tous les pays, on est plutôt sur des 0,1 par trimestre. Donc effectivement, 0,1 c'est l'épaisseur du trait. C'est l'épaisseur du trait. C'est zéro. Oui, alors ok, mais on ne va pas se battre. D'accord, on ne va pas se battre. Mais attention, c'est un indicateur trimestriel. Enfin, vous voyez, on ne peut pas non plus en tirer. Donc oui, ça va ralentir. Et ensuite, il faut regarder, il y a des pays qui vont un peu plus ralentir. Typiquement, l'Allemagne aujourd'hui est dans une mauvaise situation par rapport à ça. C'est celui qui ralentit le plus, peut-être. C'est celui qui ralentit le plus. Mais pourquoi? Il y a à la fois des raisons internes, effectivement, une crise dans l'automobile qui est avec des normes énergétiques et environnementales qui sont un peu plus difficiles à respecter. Donc il y a une chute. Ça, c'est assez important pour eux. Et aussi, rappelons-le, il y a quand même un ralentissement mondial avec beaucoup d'incertitudes sur le commerce mondial, beaucoup d'incertitudes sur les pays émergents, sur la Chine, etc. Et puisque c'est le pays qui est le plus ouvert et qui est le plus dépendant de ce cycle mondial… Il se prend tout de plein fouet. Voilà, il se prend les deux et il se prend le fait qu'ils sont, eux, au plein emploi. Et donc, ça veut dire qu'eux n'ont plus du tout de marge de production. Et donc, du coup, effectivement, il y a un ralentissement. Est-ce qu'on n'est pas behind the curve, comme disent les Américains? Est-ce qu'on n'est pas en retard déjà, où on dit ça ralentit, mais pas trop, et en fait, ça ralentit peut-être plus que
qu'on imagine. Je pense Encore une fois, Mario Draghi, il était quand même un peu pessimiste. Alors, il n'a pas pu se déjuger, échanger ses prévisions de croissance, on verra ça tranquillement en mars, mais il y a un signal qui est envoyé quand même. Hein. Non, il y a un signal qui est envoyé, c'est plutôt un signal qu'il ne va pas augmenter les taux d'intérêt tout de suite. Pour ceux qui avaient un doute encore. Hein. Pour ceux qui avaient un doute, et effectivement, ce signal-là est assez important. Mais attention, ce que dit Mario Draghi, c'est que globalement, il ne dit pas qu'il y aura une récession. Non. D'ailleurs, il dit globalement, les taux de croissance vont être positifs, mais on va tourner en zone euro plutôt aux alentours de 1,5, entre 1,5 et 1,6, 1,7. Donc c'est ça. Donc attention. Alors pourquoi ça peut être inquiétant? C'est que dans certains pays, ça veut dire que le chômage va arrêter de baisser. Donc voilà. Mais c'est ça la situation. Pour ceux qui ne sont pas au plein emploi, comme la France, c'est terrible d'entendre ça. Eh bien oui, c'est terrible d'entendre ça. C'est que globalement, aujourd'hui, on va avoir des taux de croissance qui vont stabiliser le chômage dans les pays européens. Et donc ceux qui sont arrivés au plein emploi, tant mieux pour eux. Ceux qui n'y sont pas, ceux qui ont encore des efforts à faire d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas la croissance économique qui va permettre de résorber ces déséquilibres. Ce que nous dit Mario Draghi, c'est, voilà, en gros, globalement, pour ceux qui n'ont pas fait, moi c'est comme ça que je le lis. Alors, les réformes, pour ceux qui n'ont pas fait même les réformes, oui, pour ceux qui n'ont pas fait les réformes, et notamment qui ont encore un problème budgétaire et de dette, globalement, c'est pas grave, je vais laisser les taux d'intérêt extrêmement faibles. Et donc, dans ce cas de figure… Il sera plus là, il s'en va en fin d'année. Hein. OK. Donc, en tout cas, le signal qui tente d'indiquer là, c'est que on ne va pas augmenter les taux d'intérêt. Donc, du coup, vous voyez, ce qui est très important pour les dettes publiques aujourd'hui, c'est l'écart entre le taux de croissance et les taux d'intérêt. Or, aujourd'hui, même si on considère qu'il y a un ralentissement, le taux de croissance est toujours supérieur. Mais largement. C'est-à-dire que le taux de croissance… Pas en Italie. Non, mais alors, le taux de croissance en volume… Alors, en volume, c'est le taux plus les prix. Non, ça, c'est en nominal. En valeur. Oui, en valeur. Alors, en volume, c'est que le taux de croissance, sans les prix. Donc, en gros, en zone euro, ça va être 1,5 à peu près. Avec l'inflation qui va être aux alentours de 1,5, je simplifie mon calcul, ça fait 3. En valeur. En valeur. Le taux d'intérêt à 10 ans aujourd'hui, en zone euro, il est plutôt aux alentours de 1. Ouais. D'accord. Donc vous voyez que… Tout va bien. Donc là, tout va bien. Ça veut dire que là, la dette, ça c'est fait pour réduire les dettes. Alléger considérablement la dette. Et donc, dette publique et privée d'ailleurs aussi. Hein. Dette publique et privée. Mais ça veut dire que c'est les épargnants, c'est un impôt qu'on fait sur les épargnants. Et donc globalement, le fait de faire ça, c'est ceux qui détiennent de cette dette publique qui ne vont pas être valorisés à leur valeur. C'est un petit impôt finalement, imposés par cette banque centrale, en n'augmentant pas les taux, mais qui permettent de dégonfler cette dette et donc de limiter l'austérité. Et donc ça, c'est quand même assez important de dire qu'il n'y aura pas de problème de solvabilité des dettes publiques. Si c'est qu'en France, on ne réduit pas la dette avec une croissance, encore une fois, de… Ça dépend de votre déficit. Mais aujourd'hui, une croissance de 1,5%, on ne réduit pas le déficit. Hein. Si, bien sûr que si. Ah bon? Le déficit, dans la dette, on parle. Le déficit. On parle de la dette. Pardon, la dette. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on au moins la stabilise? Faisons le calcul rapide. On a 100 points de dette, d'accord, de PIB. Imaginons qu'on ait une croissance à 1,5 et qu'on ait une inflation à 1,5 aussi. Donc ça fait 3. Le déficit qui stabilise la dette à 100, c'est 3. Voilà. C'est 3%. Voilà, donc c'est à peu près le niveau. Donc aujourd'hui, on stabilise la dette avec 3. Puisque hors effet CICE, avec 3% de déficit. On sera un peu au-dessus. Oui, mais hors effet CICE, le double comptage du CICE baisse de cotisation, globalement, au lieu d'être à 3,2, vous enlevez 0,9. Voilà, vous êtes en dessous. Et donc la dette doit baisser par ces mécanismes-là. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas dans un moment où les dettes vont exploser, en grande partie par ces mécanismes. Si la croissance est bien, là, on pense qu'elle sera à savoir 1,5%. Même si vous n'avez pas le risque de récession, même si vous êtes à 1,3, mon raisonnement tient toujours. Le risque de récession, il est jugé faible par Mario Draghi, mais pas inexistant. Et la question, c'est d'ailleurs François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, ce matin, dit voilà, on est sur un ralentissement, on n'est pas sur un retournement. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Le risque de récession, il s'est quand même accru. On n'y va pas. On est en phase de ralentissement, peut-être un peu plus que ce qu'on pensait, mais il n'est pas nul ce risque de récession. Non, il n'est pas nul. Il ne faut pas l'écarter, d'ailleurs. Il-même ne l'écarte pas, il est juste faible. Ok, on ne doit pas l'écarter. Alors en fait, au lieu de parler de récession, c'est est-ce qu'on est face à une nouvelle grande crise? Parce que vous voyez, on peut, pourquoi pas, techniquement dire que l'Allemagne va rentrer en récession, parce qu'elle a déjà connu un trimestre négatif, et il est possible que le prochain trimestre soit encore négatif. Bon, est-ce que c'est si grave que ça d'avoir 2 trimestres négatifs? Vous voyez que l'Allemagne ne va pas être en récession sur l'année et sur long terme. Donc globalement, ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce qu'on est face à une nouvelle grande crise qui va arriver? Et là, mais il y a un coup de mou au premier semestre. On admet qu'il y a un gros coup de mou en zone euro. Il y a un coup de mou, et qui est passager ou pas. Et ça, c'est difficile de savoir. Alors, c'est difficile, mais en gros, globalement, quand ce n'est pas passager, c'est que soit vous avez un énorme choc pétrolier. Bon, ça, on peut peut-être écarter. Au contraire, on a peut-être un prix du baril.
Le deuxième, c'est quand vous avez beaucoup d'inflation et que les politiques monétaires augmentent très fortement. Là, c'est à écarter aussi. C'est lorsque les politiques budgétaires, à un moment, vont très vite dans l'austérité. Là, au contraire, tout le monde est en train de faire de la relance, même de façon un peu, des fois, assez hallucinante. Qui ça, assez hallucinante? C'est-à-dire qu'on va très, très, très loin aujourd'hui, et vous voyez qu'en 10 minutes, on peut lâcher 10 milliards. Ah oui, c'est bien ça. Parler de la France, d'accord. Et sans finalement une grande concertation. On peut voir l'Italie, on peut voir l'Espagne, tous ces pays-là aujourd'hui font de la relance, vous voyez, alors qu'il y a des engagements plutôt de réduction des déficits. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des endettements des ménages qui sont trop forts? Parce qu'en fait, des grandes crises viennent souvent de l'endettement privé. Aujourd'hui, quand on regarde macroéconomiquement, dans les pays de l'OCDE, il y a plutôt un désendettement. En zone euro et en zone euro. Et en zone euro, en zone euro, on est à peu près stable. Alors, le seul pays où ça augmente, c'est en France. Mais sinon, on ne peut pas considérer qu'il y a une forte augmentation de l'endettement privé. Donc, c'est relativement sous contrôle. Est-ce qu'il y a une bulle financière? C'est très difficile à dire. Nous avons des indicateurs qui nous disent que non, on n'a pas de bulle financière. Et ce que nous dit Patrick Artus, qui est un indicateur qui est un peu plus conjoncturel, nous dit que même c'est sous-valorisé en Europe. Est-ce qu'il y a une bulle immobilière? Là, la Banque centrale nous dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où il y aurait une bulle immobilière, c'est en Allemagne, mais le reste, il n'y a pas de bulle immobilière. Donc, vous voyez qu'on peut considérer que tous les risques qui provoquaient des grandes récessions, on n'y est pas. Donc, c'est juste un coup de mou. Non, ce qu'il peut y avoir, en gros, c'est quelque chose d'auto-réalisateur, c'est l'incertitude. C'est qu'effectivement, il y a tellement d'incertitudes partout. Géopolitique, Brexit, guerre commerciale, les marchés qui baissent. La Chine, les émergents, et qu'il y ait un overshooting de cette incertitude-là. Un overshooting en français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on surajuste et on surréagit par rapport à toute cette incertitude. On parle des agents privés, on parle des consommateurs, on parle des investisseurs, etc. Et que donc, du coup, tous ces plans de relance soient épargnés au lieu d'être consommés, que les investisseurs surréagissent, etc. Et que ça soit un peu autoréalisateur. Et donc, c'est cela. Mais c'est impossible à pricer, c'est impossible. Impossible à faire. Mais voilà, on a une banque centrale qui dit je suis vigilant. Et donc, je regarde avec les données. Et si ça ralentit, je vais encore aider l'économie pour justement rassurer en grande partie les acteurs pour dire je ne vais pas durcir les politiques monétaires pour éviter que ce surajustement, finalement, débouche sur une grande crise économique. Sachant que la BCE, pour l'instant, d'ici peu, il y aura intérêt à ce qu'elle revoie ses prévisions de croissance parce que là, elle est à 1,7. On ne les fera pas, je veux dire, en zone euro. OK, on fera 1,5. C'est la Banque centrale, quand même, qui est au-dessus, encore une fois. C'est au-dessus du potentiel. Donc, ça veut dire que les déséquilibres vont tout de même se résorber moins vite à 1,5 qu'à 1,7, mais ce n'est pas une grande crise. Donc, encore une fois, on n'est pas dans ce moment de grande crise économique. Mais il y a peut-être un point de bascule, encore une fois, du fait de toutes les incertitudes. Et ça, on ne peut pas mettre une probabilité sur ces scénarios. Donc, c'est important que le banquier central dise, mais attention, on regarde ça de près. Et on est là. Et donc, on va réajuster. C'est un peu ce que Christine Lagarde disait, il faut que les banquiers centrales soient data dependent. Elles dépendent, en fait, des données économiques telles qu'elles tombent au fur et à mesure. Merci Eric pour ces explications. Tout c'est signé Eric Heyer, donc directeur du département analyse et prévision de l'OFCE avec de l'overshooting. Avec de l'overshooting, c'est important. Salut.